Donc, rebonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. Ce matin, on vous présente les principales conclusions du Wow Contact, cette nouvelle étude qu'on fait pour la première fois cette année chez Léger. Je suis accompagné de ma collègue Isabelle Blanchette, qui est vice-présidente expérience client chez Léger Matrix. Bon matin, Isabelle. Bon matin, Christian. Bon matin à tout le monde. Et puis, juste vous mentionne quelques éléments de gestion un peu du webinaire. À cause du nombre de participants, vous avez été automatiquement mis sur mute, qui est devenu le mot de l'année en tant que tel, et aussi vos caméras ne peuvent pas être activées. Cependant, il y aura une période de questions à la fin du webinaire en tant que tel. Et justement, si vous regardez à droite, vous allez voir un onglet qui s'appelle « Questions ». Et c'est là où on aimerait que vous puissiez aller mettre vos questions parce que je vais les lire à la fin et Isabelle ou moi-même pourront y répondre. Et alors que la fonction chat serait pour échanger entre vous. Mais si vous avez des questions, si vous voulez aussi qu'elles soient, qu'on les voit et qu'on puisse les poser à la fin du webinaire, s'il vous plaît, les mettre dans l'onglet questions. Et puis à ce moment-là, on va s'y rendre avec plaisir à la fin du webinaire. Donc, allons-y sans plus tarder. On vous présente aujourd'hui les résultats du Wow Contact, qui est un peu le troisième volet de l'étude Wow qui existe chez Léger depuis maintenant 11 ans. Qu'est-ce que c'est le Wow Contact? La première étude Wow portait sur l'expérience en magasin. Elle existe depuis 11 ans, autant au Québec qu'en Ontario. Depuis 4 ans maintenant, on a ajouté le Wow numérique, qui était le pendant, c'est-à-dire du magasinage en ligne, qui était le pendant numérique de l'étude Wow. Et cette année, on a ajouté le Wow Contact qui, lui, vise essentiellement à aller mesurer la satisfaction et les opinions des consommateurs à l'égard des centres de service clientèle et du service après-vente. On a un indice WOW qu'on a développé qui porte sur 11 dimensions et ces dimensions-là, on va en parler tout à l'heure, nous permettent d'avoir des mesures ou du benchmarking en bon français sur l'ensemble des grands secteurs qu'on a à l'étude et permet de vous comparer à une moyenne sectorielle de façon à vous permettre de prendre des décisions plus éclairées. Ce qu'on a fait cette année dans le cadre de l'étude WOW, en ajoutant le volet contact, c'est qu'on posait sur plus d'une centaine d'entreprises en tant que telles si les consommateurs avaient ou non eu recours à des centres de service clientèle ou à du service après-vente auprès de ces détaillants-là. Mais il n'y a pas seulement des détaillants, vous allez le voir dans quelques instants. Il va aussi y avoir des banques de l'assurance et autres aussi qui font partie de l'étude. Donc, les comparatifs sectoriels nous permettent à nous aussi, surtout à notre division qui est Léger Matrix, qui se concentre sur l'expérience client chez Léger, de pouvoir utiliser aussi ces comparatifs sectoriels-là pour alimenter l'ensemble des banques de données qu'on a sur l'expérience client en tant que telle. Vous avez ici la liste des 100 détaillants qui ont été mesurés. Vous allez le voir, ça va des secteurs, par exemple, de la chaussure à l'ameublement, en passant par les banques, en passant par les télécommunications, les pharmacies. Et donc, on a voulu brosser assez large aussi au niveau là, des comparatifs sectoriels qu'on peut utiliser par la suite. Et il y a au moins 150 jusqu'à parfois 400 ou 500 répondants qui se sont exprimés sur chacune des marques que vous voyez à l'écran en ce moment pour nous donner quand même des comparatifs sectoriels qui sont très robustes au niveau statistique en tant que tel. La façon qu'on a bâti le modèle, puis Isabelle pourra y revenir aussi dans ses commentaires dans quelques minutes, on a voulu le diviser un peu sur un espèce de parcours client sur l'ensemble des dimensions qui sont clés dans la gestion soit des centres de service clientèle ou du service après-vente. On a l'accueil, donc le temps d'attente, la capacité à vous aider là, au sujet d'une expérience précédente, sans égard au canal par lequel vous voulez accéder à une marque de commerce avec lequel vous voulez transiger. On a ensuite l'écoute, c'est-à-dire la courtoisie, l'amabilité du conseiller, la capacité aussi du conseiller à bien s'exprimer, à clairement communiquer au nom de l'entreprise. On a ensuite le volet comprendre, c'est-à-dire jusqu'à quel point le conseiller est en mesure de bien saisir l'enjeu, le problème que le consommateur peut avoir, puis aussi il fait preuve d'expertise et de connaissance aussi auprès du client
au niveau de la compréhension de son enjeu. Par la suite, il y a le volet agir, donc l'obtention d'une réponse adaptée et personnalisée à mon contexte en tant que consommateur, plutôt que d'obtenir seulement une réponse générique de la part d'une marque, et l'autonomie du conseiller aussi dans la prise de décision ou la résolution de problèmes. Ensuite, il y a la portion conclure, c'est-à-dire est-ce que mon problème a été résolu en tant que tel au moment de mon appel ou peu importe la façon dont j'ai voulu contacter cette marque-là, et aussi la durée totale du contact, incluant les transferts. Et enfin, en tout dernier lieu, le suivi après-vente ou le suivi de la demande qui va venir après qu'il y a eu en tant que tel cette rencontre-là entre une marque de commerce et son client par le biais d'un centre de service clientèle ou de son service après-vente. Vous voyez les chiffres 1, 2, 3 qui sont là. En fait, ces trois dimensions-là qui ont été soulignées sont celles qui, à partir de toutes les analyses multivariées qu'on a faites sur l'impact de ces dimensions-là sur la qualité totale de l'expérience client, sur la satisfaction globale à l'égard de l'expérience client, ce sont les trois dimensions qui ont le plus d'influence sur votre score de satisfaction globale. Celui qui a le plus d'influence, c'est donc est-ce que mon problème a été résolu? En deuxième place, est-ce que j'ai obtenu une réponse qui est adaptée à moi et mon contexte particulier? Et par la suite, est-ce qu'on a assuré un bon suivi suite à ma demande ou suite à la transaction que j'ai faite avec une marque? On reviendra sur ces dimensions-là dans quelques instants aussi. Donc, c'est à partir de ces éléments-là qu'on a bâti notre indice Wow Contact. Et on vous présente ce matin les grandes conclusions. Isabelle va en parler à la toute fin aussi. Il y a un rapport très détaillé avec l'ensemble des statistiques et des analyses par secteur aussi qui sera disponible. Et Isabelle pourra vous dire comment vous le procurez aussi. Mais aujourd'hui, on vous présente un peu à vol d'oiseau les grandes conclusions qu'on peut tirer de notre analyse. Première conclusion, et c'est un peu relié au contexte de la pandémie, puis c'est aussi pas tant que ça un hasard si on a décidé de faire le Wow Contact cette année aussi. Certains des canaux traditionnels avec lesquels on pouvait interagir avec des marques ont été soit rendus difficiles, et même dans le cas du commerce de détail, certains de ces magasins ont été fermés durant une bonne période de temps durant l'année. Donc, ce qui fait que plus d'un consommateur sur quatre auquel on a parlé a eu recours à un service à la clientèle ou au support après-vente d'une entreprise par un canal quelconque. Et même dans certains secteurs, par exemple comme la lunetterie ou la pharmacie, jusqu'à un consommateur sur deux nous ont dit oui, j'ai eu affaire avec un service à la clientèle ou le support après-vente de ces entreprises-là au cours des derniers mois. Isabelle? Oui, en fait, tu sais, quand on entend ça, pour moi, c'est pas nécessairement une surprise parce qu'en fait, puis comme tu le mentionnais, surtout dans un contexte où me présenter en succursale pour avoir une discussion sur les différentes options de produits ou services ou justement explorer mes options, ben, puis en plus, si l'entreprise n'offre pas ce type d'information-là de façon optimale sur son site web, ben le centre contact client, c'est pas mal la seule autre option qui me reste pour obtenir réponse et combler mes besoins. Puis, tu sais, souvent, longtemps, on a vu le centre d'appel parce que c'est principalement ce qu'il y avait seulement il y a plusieurs années. Donc, pour contacter l'entreprise. C'était souvent l'endroit où on répondait aux questions de facturation, où on faisait un changement d'adresse, où j'appelais pour annuler mon service, mon abonnement. Ou carrément, c'était carrément là, divisé en inbound, outbound, fait qu'appel entrant, sortant. Fait que c'était aussi l'endroit où on répondait au volume généré par les campagnes publicitaires ou pour faire du télémarketing. Mais aujourd'hui, si on parle toujours, puis tu l'as fait toi aussi, de centre contact client, c'est vraiment parce que c'est rendu un endroit où l'agent en poste, il est pas seulement assis à attendre un appel ou il n'est pas assigné à une campagne spécifique, là. On parle d'agents qui vont utiliser différents, ben en fait, répondre ou supporter à plusieurs points de contact dans leur journée selon les volumes. Fait que je peux faire du temps que ça sonne, je réponds aux appels, sinon je m'occupe des courriels et tout ça. Puis même pour les agents super expérimentés, ben on peut parler même de gérer plusieurs conversations en même temps au travers les chats et tout ça. Donc,
en fait, ce que je retiendrai de ce premier constat-là au niveau de l'expérience client, c'est que si vous avez pas encore réfléchi à votre stratégie de centre contact client ou à quel point ce canal-là devient un élément important dans votre qualité d'expérience client livrée, ben c'est le moment ou jamais là, de se pencher sur quelles sont les méthodes de communication préférées de ma clientèle pour me rejoindre. Parce qu'il y a un désir, puis il y a même maintenant, suite à la COVID, des nouvelles habitudes de communication qui se sont développées. Absolument. Deuxième grande conclusion, c'est que des fois, on parle du centre de service clientèle ou du téléphone, on en parle souvent au passé, mais ça demeure encore la façon la plus populaire de prendre contact avec une marque de commerce en ce moment. En fait, 43% de nos répondants ont dit, moi, j'ai communiqué par téléphone. Cependant, c'est beaucoup plus diversifié qu'auparavant. Et ça aussi, ça témoigne des changements technologiques que l'on voit. Un client sur 5 a dit, moi, je l'ai fait par clavardage à partir du site de cette entreprise-là. 16% l'ont fait par courriel, 10% par message texte, 5% par le biais des médias sociaux des marques de commerce et 6% ont utilisé aussi d'autres moyens pour rentrer en contact avec une marque. Donc, il y a une grande diversification, même si encore aujourd'hui, le téléphone demeure encore un peu le vaisseau amiral d'un bon centre de contact client. Effectivement, puis même dans le rapport détaillé, on voit qu'il y a aussi des niveaux de satisfaction associés à ces différents points de contact-là. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que le téléphone demeure la meilleure façon de rejoindre la marque, l'entreprise avec qui je veux dépenser. Probablement parce que c'est la meilleure façon d'expliquer ma situation, de passer mon message ou carrément d'obtenir des précisions, ce qui revient directement en lien avec le top élément, la top dimension qui influence la satisfaction dans mon contact avec l'entreprise. C'est que je veux obtenir réponse à mes questions, je veux résoudre mon problème. Donc, le téléphone, effectivement, pour moi, vient remplir ce niveau de satisfaction-là. Par contre, ce que j'entends des autres éléments ou les liens qu'on peut faire, c'est que finalement, si vous voulez offrir une variété de points de service pour votre client, ben la clé, c'est simplement de s'assurer d'être efficace. Peu importe le type, que ce soit courriel, le clavardage ou le téléphone. En fait, si les questions à se poser, c'est que justement, dans ce qui va me permettre de livrer une expérience client positive ou carrément optimale pour une entreprise, bien, il y a les éléments, oui, basés sur comment mes employés vont exécuter cette livraison de service-là, mais il y a aussi tout ce qui touche à la structure opérationnelle, comment je me structure en termes de, par exemple, quelle est la nature de mon produit, quel est le type de questions que je vais recevoir. Est-ce que ça se fait plus facilement via simplement une question pas une question, une section de questions fréquemment posées sur mon site web, un bon outil de questions-réponses. Est-ce que je dois être disponible 24/7? Est-ce que c'est une combinaison de points de service pour couvrir les heures opérationnelles? Puis quand les volumes vont se présenter, est-ce que je suis prête à les recevoir? Donc, est-ce que je fais une bonne gestion des effectifs? Est-ce que je planifie en fonction des volumes et aussi des niveaux de service que je veux livrer? Est-ce que mes agents sont bien outillés pour fournir cette expérience-là? Et même vos agents, vous les sélectionnez comment? Quel genre de connaissances, quel genre de compétences ils doivent avoir selon votre produit, la complexité du produit? Est-ce que c'est quelqu'un très technique? Est-ce que c'est quelqu'un hyper empathique? Tous ces éléments-là sont ceux qui ont l'air opérationnels, mais ils sont hyper importants à considérer dans la préparation de vos centres contact clients. Fait que,
tu sais, souvent encore là, on voit la portion opérationnelle comme bénéfique plus d'un point de vue financier, gestion des coûts efficace, etc. Mais, puis on va le voir encore plus avec des prochains constats, ça vient influencer ma capacité à répondre à la question de mon client, ça vient influencer ma capacité de lui offrir une possibilité de faire des suivis, ça vient jouer sur la connaissance, la compétence de mes employés, la durée du contact. Ça, c'est tous des éléments finalement qui impactent positivement ou négativement l'expérience client. Parfait. Troisième conclusion aussi au niveau de l'étude. Oups, pardon, j'ai été un peu vite. Et c'est peut-être aussi propre au contexte de la COVID. Quand on a demandé aux gens, bien, pour quelle raison vous avez contacté le centre de service client de cette marque-là, eh bien, à 28 c'est pour faire un achat. Donc, c'est devenu le principal motif de contacter un centre de service client aujourd'hui. Mais il y a quand même une personne sur 8 par la suite qui l'a fait pour s'informer pré- ou post-achat sur un produit qui est fourni par l'entreprise. Aussi, une personne sur 8 ont fait affaire avec le centre de service client pour un retour, un échange ou pour annuler une commande. 10 pour des problèmes liés à la facturation. Et 8 quand même, près d'une personne sur 10 l'ont fait pour exprimer une plainte ou une forme d'insatisfaction par le biais du centre de service client. Et il y a aussi d'autres raisons, la préparation d'une commande ou modifier le mode de livraison qui sont venus par la suite. Mais, et c'est ça qui est un peu nouveau aussi, c'est un peu la multiplication des raisons de contacter le centre de service client et arrive en première place maintenant l'achat. Oui. Donc, encore une fois, je ne vais pas répéter trop longtemps sur la structure opérationnelle. Je pense qu'on commence à comprendre le principe, mais encore là, c'est de vous questionner. Est-ce que je dois avoir des fils dédiés? Est-ce que ce qu'on appelle le skills-based routing, est-ce qu'on envoie les appels selon le type, si l'achat encore là, c'est un article électronique? Est-ce que c'est différentes choses? Donc, est-ce qu'on structure nos appels et les connaissances des agents qui vont répondre pour être sûr qu'on va closer l'achat? Parce qu'on voit qu'il y a autant des questions pour préparer à l'achat. Vous allez voir aussi que des questions post-achat aussi viennent générer le motif d'appel. Fait qu'encore là, on veut s'assurer que le client va bien comprendre le produit ou le service pour l'utiliser optimalement et donc devenir créer de la rétention. Au niveau de tout ce qui est ressources, retour, échange, annulation, je vous dirais qu'encore là, c'est important de définir clairement qui fait quoi, puis comment. Est-ce que c'est l'agent qui doit décider s'il approuve lui-même le fait que je vais accepter le retour ou l'annulation que tu me demandes? Est-ce que c'est pertinent de lui laisser cette responsabilité-là? Puis si oui, c'est correct, mais est-ce que vous lui donnez les outils pertinents pour son utilisation, pour faire les analyses ou décider? Puis encore là, est-ce que vous le coachez ou est-ce qu'on lui donne des scripts pour communiquer tout ça, surtout dans un cas où c'est un non? Comment on l'amène? On veut pas la fameuse réponse de ben désolé, je le ferai bien, mais c'est les procédures, c'est la politique. On veut pas aller dans ce chemin-là. Donc, définitivement, là, bien préparer comment on répond à ce type de motif va être pertinent. Donc, est-ce que c'est par écrit? Est-ce que c'est important de laisser une trace par écrit, une confirmation? Est-ce que c'est important d'avoir des skills? Mais de l'autre côté aussi, comment l'exécution va se faire? Là, on rentre dans le savoir-faire, dans le savoir-être auprès de ses employés. Ça, un autre outil qui est essentiel pour, une fois qu'on a réfléchi à tout ça, ben c'est bien sûr le suivi de performance. Je vous dirais que ça, c'est la question qui tue, c'est comment s'effectue votre contrôle de qualité dans vos opérations. Puis encore là, parfois, les gens vont penser, ben je fais de l'écoute, OK, mais là, on est en centre contact client. On a des gens qui préfèrent vous écrire, on a des gens qui préfèrent clavarder. Donc, est-ce que vous lisez certains des échanges écrits entre les employés et les clients? Est-ce que les mots choisis sont clairs ou est-ce que ça prend 8 échanges quand ça aurait pu en prendre 2
juste en choisissant les bons mots, le bon ton, posant les bonnes questions. Donc, tout ça, ça semble très basique, mais vous seriez surpris à quel point souvent le coaching ou l'écoute, les contrôles de qualité, c'est souvent quelque chose qui va être négligé au quotidien, puis des fois pour plein de bonnes raisons, des priorités, des urgences, des difficultés techniques, une annonce dans un secteur qui fait que ça vous génère d'autres types d'appels. C'est hyper important là, de prendre ça en cause pour bien se préparer. Puis finalement, je vais juste ajouter une note au niveau du fait qu'il y a 8 des gens qui appellent pour les plaintes. Vous verrez dans le rapport plus détaillé qu'encore là, on mentionne que le niveau de satisfaction par motif, on en parle, et malheureusement, on voit que les appels qui ont été générés par un motif de plainte sont aussi ceux qui demeurent les plus insatisfaisants. Donc, encore là, on pourrait passer 2-3 webinaires juste sur le sujet de gestion des plaintes, mais il faut prendre conscience que gérer une insatisfaction, c'est ce qui est le plus important. C'est déjà résoudre mon problème, on le sait, c'est le principal impact sur ma satisfaction. Fait que si en plus, au moment où je t'appelle puis que je te présente un irritant ou un problème, je suis en train de te dire que tu n'as pas été à la hauteur, s'il faut qu'en plus là, tu sais pas comment gérer ou tu essaies de justifier le pourquoi plutôt que d'assumer et de prendre en charge, ben là, c'est sûr que vous jouez non seulement sur la satisfaction, mais vous embarquez dans la loyauté, là. Vous mettez à risque cet élément-là. Fait que vous ne voulez pas le décevoir une deuxième fois, votre client. Assurez-vous aussi de réfléchir à est-ce qu'on a une structure en place qui est claire pour gérer les escalades, les employés qu'on met dans cette position-là, est-ce qu'ils sont bien outillés, sur quoi ils se basent pour prendre les décisions, pour les communiquer. Tout ça, c'est hyper important à prendre en cause parce que ça ne devrait pas être les appels qui finissent de façon décevante. Parfait. Quatrième conclusion, on l'a mentionné au tout départ, mais quand on fait nos analyses multivariées sur l'impact des différents aspects mesurés des 11 dimensions du Wow Contact sur la satisfaction globale en tant que telle, on l'avait mentionné tout à l'heure, la résolution du problème, ce qu'on appelait dans le temps des centres les centrales téléphoniques, on appelait ça le First Call Resolution, arrive en première place. En deuxième place, l'obtention d'une réponse qui est adaptée, qui est à ma situation, qui n'est pas une réponse générique de la part de la marque. La qualité du suivi après-vente et d'assurer un suivi adéquat après la transaction est important aussi. Et les autres vont suivre un peu comme en forme d'escalier par la suite. Non pas qu'ils sont que ces dimensions-là sont négligeables, mais le trio de tête est véritablement ce qui assure une plus grande satisfaction globale. Et vous verrez dans le rapport détaillé, en 11e place, en dernière place, c'est celui du temps d'attente avant qu'on me parle ou qu'on me réponde une première fois. Je dirais cette variable-là, c'est un peu comme le prix quand on va parler de dimensions qui sont reliées à un achat en magasin. Le prix est rarement l'élément le plus important, mais le prix est toujours important. J'aimais bien l'expression d'Isabelle hier quand elle parlait du temps d'attente. Autrement dit, si j'attends un peu plus longtemps, mais qu'on résout mon problème, aussitôt que je réussis à parler à quelqu'un, on va avoir un peu oublié ce temps d'attente-là. Sauf que pendant qu'on attend au téléphone, c'est l'espèce de mèche qui se raccourcit, comme disait Isabelle. Donc aussi, il y a toujours une espèce de péril qui s'associe à un temps d'attente qui serait trop long, mais sinon, c'est jamais la dimension la plus importante dans la qualité de la relation entre la marque et son client. Oui, c'est un bon point parce que c'est ça, on l'a dit, résoudre le problème, puis une réponse adaptée, c'est ce qui a le plus d'impact. Puis en fait, quand on regarde, il y a 3 composantes à l'expérience client. Il y a bien sûr les émotions dont on parle souvent grandement, mais il y a aussi le succès. Donc, est-ce que j'ai atteint ce que je voulais accomplir avec l'entreprise? Puis l'effort.
est-ce que ça a été facile ou pénible et laborieux d'obtenir ce que je désirais obtenir? Donc, quand on parle de résoudre le problème puis d'avoir une réponse qui me concerne, bien, on est directement dans les éléments de succès qui vont influencer positivement l'expérience client. Et puis, dans la portion d'émotion, ce que je rajouterais, c'est qu'il y a un élément très important qu'on voit aussi dans les recherches, dans les statistiques, c'est le fait de se sentir important pour l'organisation chez qui je mets mes sous, mon argent ou toutes mes économies, parfois selon le type de produit que j'achète. Donc, on remarque que pour 68% des clients qui quittent, ben la raison principale, c'est que je me sentais pas important. Donc, résoudre mon problème, là, si vous prenez le temps de m'écouter, si vous prenez le temps de le résoudre tout de suite, puis à la limite, sinon, de le prendre en charge et de me revenir, c'est ce qui va vous faire gagner des points, là. On vient toucher à plein d'éléments, on joue sur les émotions, on joue sur l'efficacité de l'exécution, le succès. Donc, c'est une réflexion hyper importante à avoir sur est-ce que je suis bien équipée pour répondre aux problèmes de mes clients, si petit ou si grand soit-il. Parfait. Cinquième grande conclusion qu'on peut tirer de l'étude, c'est quand on classe nos secteurs d'activité par le taux global de satisfaction, nos grands champions, si on le veut, là, avec autour de 3 clients sur 4 qui se sont dit satisfaits du dernier contact qu'ils ont eu avec ces marques-là, ben, c'est les lunetteries, les banques, les pharmacies qui sont notre trio de tête, notre médaille d'or, d'argent et de bronze, si on veut, suivi de très près par l'assurance aussi en 4e place. Et quand on va à l'autre bout du spectre, et là, avec des taux de satisfaction qui sont de à peine plus de 1 client sur 2 qui se sont dit satisfaits, donc il y a un peu une lumière jaune qui s'allume, on va retrouver les grands magasins, les boutiques de vêtements, les boutiques de chaussures, de bijoux et les télécommunications. Et je sais qu'en discutant avec toi, Isabelle, tu me disais, ben moi, cet ordre-là des secteurs, ça ne me surprend pas tant que ça. Non, effectivement, parce qu'en fait, c'est des entreprises de services au départ qui se démarquent. Puis, je dirais que même ces 3 thématiques-là de services, ben c'est des gens ou en tout cas des marques qui sont déjà habituées de prendre soin de leurs clients, donc soit dans leur santé physique ou leur santé financière. Fait que dans ces secteurs-là, je dirais que l'employé, même l'avantage peut-être qu'il a avec d'autres secteurs, puis qui vient rejoindre la deuxième dimension d'importance d'avoir des réponses personnalisées, bien justement, vu que c'est relié à des questions très personnelles, parce qu'une transaction, une prescription, un état de santé, bien il va déjà avoir le réflexe de s'engager, de poser des questions, demander votre nom, ouvrir votre dossier. Donc facilement, là, ça vient répondre à plusieurs des secteurs, des facteurs de succès, dans le fond, pour se positionner en tête de peloton. Ceux qui sont les pires, c'est sûr que ça prendrait une plus grande compréhension du contexte, des éléments et tout ça, mais une piste possible pour moi du fait qu'ils performent moins bien, c'est que souvent, en temps normal, le magasin, c'est ma source principale pour me soutenir. Si je suis en réflexion ou j'ai carrément acheté, souvent je vais penser à retourner à la succursale pour revoir les produits, poser des questions. Si je vais sur le web, je vais chercher le numéro de la succursale. Je vais appeler pour parler au bon département ou carrément essayer de retracer le vendeur ou dans certains magasins, encore là, on va carrément avoir la carte du vendeur. Ça que là, dans un contexte où on se retrouve comme en pandémie pour les grands magasins ou les vêtements qui scorent moins bien, ben c'est que là, le centre de contact client est souvent celui de la bannière
et non. Donc là, je me rapporte plus à mon magasin, je suis celui de la bannière. Mais lui, de la bannière, il gérait plus les escalades pour plusieurs, la carte de crédit du magasin, où j'étais carrément là pour soutenir plus mes fournisseurs que mes magasins, parce que chacun de mes succursales ont leur propre numéro de téléphone. Fait que le client, le end user, il se retrouvait à aller à sa succursale. C'est que là, quand on peut plus soutenir en magasin, je me retourne vers le centre contact du siège social, mais ces gens-là, malheureusement, au niveau de la connaissance de tous les produits, de ce qui est en stock, pas en stock, combien de temps ça prend, le faites-vous dans telle couleur, ça va arriver quand, ils sont peut-être juste pas équipés, ou en tout cas, ils l'ont pas été au moment où on a la période que notre étude couvrait. Fait que dans le fond, je prendrais ça comme un apprentissage pour dire, OK, là, ça presse, puis c'est important de mettre en place la bonne stratégie. Encore là, est-ce que vous êtes vraiment est-ce que vous avez une structure opérationnelle qui est vraiment omnicanale, c'est-à-dire que vous êtes capable d'avoir une discussion avec une conversation avec votre client, peu importe le canal, à n'importe quel moment, ou vous êtes plus multicanal, c'est-à-dire que vous lui offrez plusieurs façons de converser avec vous, mais malheureusement, elles sont toutes distinctes à plusieurs moments dans plusieurs canaux. Donc, je pense que là, ce que le contexte accélère, c'est cette réflexion-là au niveau de comment je dois me structurer comme entreprise pour pouvoir prévoir de soutenir ma clientèle, là, peu importe la situation, et peut-être un peu moins compter sur le magasin pour être le point de référence. Parfait. Un peu dans le même, dans le domaine qu'on vient de mentionner aussi, quand les conseillers sont à l'écoute de leurs clients, les gens sont relativement satisfaits. Mais on s'est aperçu en regardant les résultats de façon plus détaillée que dans plusieurs secteurs, même si l'appel, si c'était au téléphone, ou la conversation, si c'était par clavardage, s'est bien passé, souvent on s'est aperçu que le suivi après-vente pouvait causer de l'insatisfaction aussi. Il y avait un peu comme une espèce d'enjeu là, qui pointait à l'horizon entre la qualité de l'interaction et le suivi après-vente par la suite. Oui. Puis là, de ce côté-là, on va résumer ça très simple. C'est correct. On a vu, on vous a dit tantôt que de résoudre mon problème, c'est ce qui est le plus important pour que je sois satisfait. Puis me donner une réponse adaptée vient renforcer ça aussi. Mais de l'autre côté, là, c'est correct de ne pas être capable de tout résoudre au moment où je vous le demande. La seule chose, si on ne peut pas le faire sur le champ, bien, engagez-vous, puis suivez, livrez à votre engagement. Donc, prenez-le en charge, puis faites-moi le suivi. Donc, c'est ça l'important. C'est un concept très simple, mais en bout de ligne, souvent, c'est difficile parce qu'on va dépendre de d'autres départements. Donc, le client qui m'écrit puis que j'ai besoin d'une réponse tout de suite, ben, c'est important de lui dire dans quel délai on peut lui revenir. Mais dès qu'on embarque dans un suivi, ben, il faut s'assurer de pouvoir le faire. Donc, oui, encore là, comment vous préparez vos employés qui sont sur le chat, qui sont sur les courriels? Est-ce que vous leur donnez même accès à ce type d'informations-là que pour tel niveau de problématique ou pour tel type de question, voici les outils, voici les délais pour régler ça. Est-ce qu'on leur fait un genre de package où ils peuvent retrouver tous les types de problématiques pour s'y référer rapidement? Bref, il faut donner les outils nécessaires pour pouvoir faire leur travail comme il faut. Puis souvent, c'est dans les petites choses. Hein. Ça peut être aussi simple que pour l'agent de tout noter dans le CRM et de surveiller son horaire de travail avant de dire au client quelle journée, quel moment de la journée il va lui revenir.
Parce que si le client lui demande, ben, tu m'as dit 2-3 jours, ben, j'aime mieux 3 jours, puis j'aime mieux le matin, puis je dis oui, pas de problème. Mais finalement, je travaille pas cette journée-là. Ou je pensais travailler, mais je suis malade. Puis là, tout était sur des post-it alentour de mon écran ou dans mon cahier de notes. Ben, c'est clair que si mon client rappelle, il y a personne de mes collègues qui peut l'aider. Donc, c'est vraiment au niveau de l'organisation du travail, puis de comprendre, on revient aussi à l'élément de tantôt de le client veut se sentir important pour l'entreprise avec laquelle il choisit de dépenser. Donc, le fait de m'oublier ou de ne pas tenir ma promesse, de me rappeler ou de me rappeler dans 5 jours en me disant, mais c'est pas grave, là, je lui ai dit que je lui reviendrai, j'ai pas la réponse au complet, fait que je vais attendre. Tout ça, du côté du client, c'est simplement une perception que, bon, mais finalement, je ne vaux pas assez pour eux, on ne prend pas le temps de s'occuper de ma réponse, on ne tient pas ses promesses. La dernière conclusion, on en a déjà parlé sans trop insister non plus. Le temps d'attente, c'est bon dans le secteur des télécommunications où on a le moins bon score en termes de temps d'attente. Mais quand on regarde les résultats à l'envers, c'est-à-dire qu'on regarde le taux global de satisfaction du client en fonction de son temps d'attente, ben, plus il a attendu longtemps, moins son score total de satisfaction va être élevé. Donc, encore une fois, ce n'est pas le principal moment de vérité dans la qualité là, de la relation entre le client et la bannière, sauf que ça prédispose le client à être plus difficile ou un peu plus négatif quand il va entrer en contact par la suite avec un ou une agente. Oui, effectivement. Puis ici, ce qui est à retenir, là, c'est pas nécessairement le secteur des communications comme tel. Je pense que chacun son tour va avoir des moments où ils font trop attendre le client ou qu'il y a peut-être des temps d'attente inutiles. Donc, encore là, ça revient à se souvenir que dans l'effort que je demande à mon client, dans le succès que je lui donne, les émotions, c'est tout ça qui l'amène à qualifier son expérience de bonne ou pas. Là, on tombe dans l'aspect plus opérationnel, la structure, comment on est organisé à l'interne. Est-ce que j'ai un système de contact intégré, que je peux suivre mes statistiques? Est-ce que je planifie mes effectifs en fonction des volumes, mes niveaux de service? Est-ce que mes agents eux-mêmes sont efficaces? Est-ce que je suis cette façon-là? Parce que s'ils répondent rapidement au moment du chat, mais qu'après ça, ils se mettent non disponibles parce que là, ils ont 3-4 formulaires à remplir à l'interne, ben ça fait que pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas prendre d'autres clavardages, ce qui va dire finalement que mon temps d'attente n'est pas adéquat. Surtout dans un contexte de clavardage, je prends justement la peine de ne pas t'appeler parce que je veux quelque chose de rapide avec le clavardage. Ben c'est important de surveiller comment les façons de procéder, les processus que vous avez à l'interne, est-ce qu'ils sont alignés pour permettre de livrer l'expérience positive que vous voulez livrer? Sinon, ben, une autre façon de prendre la problématique, c'est de dire ben, pourquoi les gens me contactent. Donc, est-ce que les questions qui nous sont amenées sont nécessaires? Fait qu'encore là, je ne vous parle pas d'investir nécessairement dans un chatbot puis de l'intelligence artificielle. Oui, c'est une solution, mais c'est pas besoin d'être ça. Ça peut être tout simplement, encore là, mieux communiquer en amont lors de la vente. Peu importe encore là le canal, et surtout optimiser votre site web comme source d'information pour les clients. Ça va répondre, s'ils peuvent trouver réponse à leurs questions dans des outils comme celui-là, c'est parfait. Et sinon, vous pouvez aussi augmenter les fonctionnalités de libre service que vous offrez à votre clientèle. Ça aussi, c'est une façon de faire en sorte qu'ils vont moins chercher à vous écrire, à chatter ou à appeler. Et donc, pour ceux qui auront vraiment besoin d'entrer en contact avec vous, à ce moment-là, le temps d'attente va être réduit parce qu'il y aura moins de trafic dans vos différents canaux.
Parfait, merci. Il nous reste 2-3 minutes. Je pense qu'Isabelle voulait présenter un peu quelle est l'offre de service de Léger Matrix. Et puis par la suite, on ira là, à notre période de questions pour vous laisser la chance, si vous avez des questions, de pouvoir les poser à Isabelle. Oui, effectivement. Donc, tout ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, comme vous l'avez vu, la nouvelle pratique d'expérience client chez Léger depuis 2020, dans le fond, ce qu'elle vient faire, c'est vraiment qu'une fois que la recherche a établi qui pense, qui de votre clientèle pense quoi ou qui se comporte comment, à quel moment, pourquoi, ben l'équipe Matrix, elle, va prendre la relève pour dire, ben qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données puis ces constats-là pour transformer ou simplement améliorer l'expérience client que vous livrez. En fait, ce qu'on va faire avec vous, c'est de travailler sur l'ensemble ou certains des éléments là, de la gestion de l'expérience client. Donc, j'ai pas mal couvert un peu indirectement tous ces éléments-là. Fait qu'on parle de la culture centrée client. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est connue? Est-ce qu'elle est déclinée en comportement? Tous ces aspects-là. La structure organisationnelle, on en a parlé beaucoup. Comment se prennent on en a parlé au niveau opérationnel, mais on va regarder aussi au niveau de l'entreprise. Est-ce que les décisions sont alignées avec la vision client, les politiques, les processus, comme j'expliquais, qui vont impacter après ça dans le quotidien l'expérience livrée. Tout ce qui est les éléments d'écoute et d'action, donc la collecte de feedback et puis pas juste la résolution court terme du coaching des détracteurs. Non, non, comment on gère ça, comment on en parle à l'exécutif dans les comités de direction pour amener un cycle d'amélioration continue de cette écoute-là. Puis finalement, est-ce qu'on en fait la mesure? Pas la mesure du score de satisfaction ou du NPS. Comment on établit que nos initiatives qu'on a prises en fonction de la culture client viennent contribuer au succès financier de l'organisation. Fait que ça, c'est tous des éléments sur lesquels on peut venir vous accompagner. Puis ce qu'on dit à la dernière slide ici, c'est qu'en fait, encore là, la façon de vous accompagner va dépendre tout simplement de vos ressources ou de vos besoins. Fait que si vous avez l'équipe en place, mais vous avez plus besoin d'accompagnement sur une vision plus large et stratégique parce que ça va impacter d'autres départements, d'autres éléments de votre plan stratégique, on peut vous accompagner. Si, à l'inverse, vous dites, ben, je sais comment attaquer le tout, j'ai pas de ressources ou j'en ai, sauf que le timing dans lequel il faut que j'exécute puis que je mette tout ça en place, il me manque des bras. Donc, encore là, on peut devenir collaborateur simplement ou carrément, ben, une combinaison des deux, puis vous accompagner du début à la fin. Donc, voilà, c'est vraiment ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui, un exemple de comment la recherche et l'expérience client, l'expertise d'expérience client peuvent se combiner puis vous amener encore plus loin là, dans vos projets. Parfait. Merci Isabelle. Si vous De avez rien. des questions, n'oubliez pas aussi d'aller les positionner dans la section questions sur l'interface. Et j'en ai une ici. Je la lis Isabelle, puis je te laisse y répondre. On entend souvent que de plus en plus, les clients nous comparent avec le service qu'ils ont obtenu ailleurs sans tenir compte du secteur en tant que tel. Dans cette optique, quelles seraient vos recommandations pour s'évaluer, se benchmarker avec les autres entreprises ou organisations? C'est effectivement le cas. Puis, j'écoutais même un forum cette semaine où on disait que les clients B2B vont aussi, ou en tout cas commencent, c'est de plus en plus fréquent qu'on voit le client affaires avoir les mêmes attentes qu'il a comme consommateur auprès de ses partenaires d'affaires. Donc, effectivement, ça devient
Ben en fait, on l'est, hein. Pine & Gilmore, là, on fait dans l'économie, on est dans l'économie d'expérience. Donc, on est beaucoup plus dans je suis prêt à payer en autant que j'en retire de la valeur puis j'ai ce qu'il faut. Je vous dirais qu'en fait, au niveau de comparable, ben c'est effectivement plus nécessaire de juste regarder ses compétiteurs. Il faut carrément regarder l'industrie dans laquelle on est. Et carrément, je dirais, inspirez-vous des meilleurs en expérience client tout court. Mais juste essayer de trouver des parallèles, de dire, OK, ben dans le fond, je sais pas moi, dans ce que un Disney ou un Ritz-Carlton fait, comme qu'est-ce que ça représente en fait, le geste ou l'attitude ou la façon de faire, essayer d'en ressortir, dans le fond, ce que ça veut dire et comment ça pourrait s'appliquer à l'intérieur de chez vous. Et bien Ça me sûr, faisait penser. Oui, vas-y, Isabelle. ben, j'allais juste dire, puis bien sûr, si je suis pas assez précise, là, gênez-vous pas d'envoyer un courriel aussi, là, suivant la présentation pour peut-être que je précise ma réponse, mais spontanément, là, c'est ce que j'aurais le goût de vous répondre. Parfait. Justement, ben, Isabelle, ce que tu disais m'amenait à certains exemples. C'est vrai que c'est pas évident peut-être pour des marques de commerce qui n'ont pas les moyens que certains des grands vont avoir. Quand on compare son service après-vente à un Amazon ou à un Walmart, où on n'a même plus besoin de retourner la marchandise, on ne nous pose aucune question et on nous rembourse sur le champ. La barre peut quand même être relativement haute pour nos détaillants locaux ici au Québec en particulier. Oui, c'est vrai, mais tu vois, je t'écoute puis je me dis, ça me fait penser à un point que, en fait, là, j'aurais le goût d'ajouter qu'avant même de penser de faire comme les meilleurs, on s'entend que pour être dans la liste de leaders en expérience client, c'est un exercice de très longue haleine et de plusieurs années. Il faut non seulement mettre quelque chose en place, mais il faut s'assurer que dans 5 mois, 5 ans, avec l'attrition et le changement de direction, c'est la marque qui va prévaloir et tout ça va rester. C'est sûr qu'il faut déjà avoir l'humilité de dire c'est pas quelque chose que je vais changer du jour au lendemain. Je vous dirais le meilleur conseil, c'est au départ, là, vous avez une mission, vous avez une vision, mais assurez-vous aussi d'avoir votre promesse client. Donc, votre marque, justement, votre mission, ce que vous êtes et votre vision, où vous voulez aller. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez vous engager à livrer à votre clientèle? Est-ce que c'est quelque chose de tangible? Est-ce que c'est un ressenti? Est-ce que c'est un niveau de qualité? Peu importe ce que vous décidez d'être, déjà travailler à livrer votre promesse de marque, vous allez déjà être gagnant. Et revenez aussi aux points principaux. Est-ce que je me rends disponible facilement? Donc, l'effort, est-ce que je rends ça facile à mon client de faire affaire avec moi? Est-ce que je résous sa demande et son problème? Et est-ce que je lui fais vivre ça dans un contexte agréable? Donc, succès, effort, émotion en fonction de la promesse. Fait que si vous êtes commis à faire vivre une chose ou si vous êtes engagé à livrer de la qualité, déjà de vous assurer à livrer cette promesse-là à chaque jour, à chaque client, peu importe le canal, peu importe votre humeur du jour, peu importe le contexte, c'est déjà le premier défi à réussir. Après ça, on pensera à ajouter les meilleures pratiques des meilleures. Parfait. Il nous reste deux questions parce qu'on veut, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient un autre Zoom, Teams ou quelque chose à 10 heures, donc on vous promet, mais il nous reste deux questions. La Oui. première, puis tu as déjà un peu fait allusion, Isabelle, bon, l'étude Wow Contact est une étude B2C, mais est-ce que les clients B2B s'attendent au même type de point de contact qu'un client B2C? Puis est-ce que les tendances là, qui sont propres au B2B? Au niveau des attentes des points de contact, bien honnêtement, je ne me suis pas penchée. Je pourrais effectivement creuser le volet, mais certainement,
il y aura une compatibilité, peu importe le canal choisi, ça sera le canal qui fait du sens pour votre type d'environnement, votre type de clientèle, votre type de produit. L'important, c'est de ne pas pousser un canal parce qu'il est à la mode du côté B2C ou parce que c'est la tendance si ce n'est pas pertinent pour votre client. Mais de l'autre côté, comme je l'ai mentionné, effectivement, le client B2B reste en soi un humain en premier, un consommateur. Fait que dans sa vie de tous les jours, il voit plein de choses, il vit plein de choses. Fait que inconsciemment ou consciemment, quand il arrive après dans ses relations d'affaires, c'est juste normal qu'en bout de ligne, ils se disent, ben pourquoi qu'on peut pas faire ça nous autres aussi? Pourquoi je peux pas avoir accès à cette même flexibilité-là ou ouverture-là ou etc. Parce que après tout, je dirais que c'est encore plus déterminant pour eux parce que si on veut se sentir important comme consommateur, avec des produits, je ne sais pas, moi, d'une valeur moyenne de 50 100 imaginez quand je suis un client d'affaires qui investit des 100 000 auprès d'une entreprise, c'est certain qu'il va avoir les mêmes attentes que ce qui voit au niveau consommateur. Parfait. Merci. Dernière question, puis après, tel que promis, on vous laisse retourner à un vendredi qui doit sans doute être très occupé. Vous avez parlé tout à l'heure de changements d'habitudes qui ont été un peu créés par le contexte particulier de la pandémie. Une fois celle-ci terminée, on touche du bois le plus tôt possible. Est-ce qu'on va retourner à nos habitudes d'avant ou vous pensez qu'on a changé notre façon d'être comme consommateur de façon définitive? Je sais pas, toi, comme chercheur, ce que ça dit. Moi, en termes d'expérience client, je dirais que j'ai envie de dire qu'il y aura probablement un mix des deux. Il y aura peut-être une petite effervescence au début de dire de oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps, je suis confinée que là, je veux voir du monde, je veux échanger en vrai, en présentiel. Mais je pense qu'en quelque part, on a tous trouvé une certaine habitude puis un petit côté agréable à faire bien des choses qu'on n'avait jamais osé essayer au niveau transactionnel, en ligne ou par clavardage et tout ça. Je sais que moi-même, là, je me retrouve à échanger avec des entreprises, avec des points de service que j'avais jamais utilisés avant. Puis finalement, comme on dit, ça fait le job. C'est que je pense que Effectivement. ça sera peut-être à mesurer, effectivement, auprès des clients, mais je pense que dans ton étude avec SG2 au début de l'année, c'est ce que ça démontrait, là, qu'il y en a qui avaient Oui. grandement l'intention de poursuivre les habitudes développées. Oui, ben les gens de Google, très rapidement, les gens de Google ont dit on a fait un bond de 5 ans au niveau de l'adoption du numérique en 6 mois durant la première portion de la pandémie. Ce qui veut dire qu'il y a certaines des nouvelles habitudes qu'on a, entre autres en termes de numérique, qu'on va garder par la suite. J'aime toujours dire, quand on a découvert la voiture, il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui sont retournés aux chevaux après. Ouais. Il risque d'y avoir un peu ça aussi comme phénomène. Mais premièrement, encore une fois, si vous voulez plus de détails et connaître un peu le contenu de l'étude détaillée, n'hésitez surtout pas à contacter Isabelle. Et puis, merci d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir partagé une partie de votre vendredi avec nous. Je vous souhaite un merveilleux week-end et à la prochaine. Merci tout le monde. Bon week-end. Bye bye.